Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Indécent. Donc comme vous pouvez le voir, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Hello. Comment vas-tu? Bah ça va, chaudement quand même, hein, parce que ouais. voilà, bah, nous on est en environnement noir, et vous le savez peut-être pas, hein, mais nous en ce moment là, il fait pas loin de 40 degrés dehors, au moment où on tourne, c'est Voilà. l'enfer. La belle vie à Montpellier, mais... En été, meilleur plan du monde. Et bon, on va essayer de se rafraîchir un petit peu les idées en allant une fois de plus dans le vide spatial, si on peut dire, puisque aujourd'hui, on va partir sur une review de The Expanse. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, il y a des gens qui doivent connaître un petit peu, surtout grâce à la série. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Antoine, d'où vient The Expanse? Alors, The Expanse, à la base, hein, c'est une série de romans, hein, une grosse série. On en est quand même il y a le 9e tome, hein, qui doit sortir cette année aux États-Unis. Il y en a déjà 8 de traduits. C'est écrit par James S.A. Corey. Donc, c'est le nom de plume de Daniel Abrams et Ty Franck. Bon, vous connaissez peut-être pas ce nom-là, mais ils sont deux à écrire et ils ont quand même coécrit pas mal de trucs avec un certain J.R.R. Martin. Petit auteur qui ne demande qu'à percer. Voilà. Donc, il y a eu une très grosse série et on a eu le droit, bah oui. Hein, il y a une série télé chez Sci-Fi il y a quelques années, hein, je crois que c'est il y a 5 ou 6 ans à peu près, où ça s'est lancé. Entre-temps, ça a switché chez Amazon, hein, et maintenant sur Amazon Prime, bah, on a le droit aux 2 saisons 4 et 5. Grosse série de SF actuelle. Visuellement claquante. Voilà. C'est la grosse série de SF du moment. Voilà. Que dire de plus sur cette série? On vous expliquera un petit peu l'univers un petit peu après, en léger quand même, parce que c'est assez massif. Hein. Mais pour la petite note trivia, et oui, parce qu'on vous apprend des trucs, hein, on essaye, et bien il faut savoir qu'à la base, The Expanse, c'est un compte-rendu de campagne des 2 auteurs. Ils étaient rôlistes, ils le sont encore, hein. Ils étaient rôlistes, et c'était leur campagne qu'ils ont voulu adapter à la base comme un pitch pour faire un MMO. Ça n'a pas marché, du coup ils se sont dit, plan de secours, on en fait un bouquin. Et ben, ça a marché. Voilà. 9 très gros romans, et du coup une série télé, et maintenant un JDR. Voilà, la boucle est bouclée. C'est quand même pas trop mal, je trouve, sur un CV. Effectivement, ils se sont bien retournés, quoi. C'est hop là. Youhou. Voilà. Tada, ça marche. Et du coup, bah, maintenant qu'on a on a un jeu de rôle qui a été créé à partir de ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il contient, ce jeu de rôle? Alors, ce jeu de rôle, voilà, on va parler de... voilà, c'est celui-là. Hein. Bon, ça, c'est la version américaine, hein, en anglais. Il y a une version française qui va arriver très prochainement. Alors, à la base, c'est un jeu qui a été édité chez Green Ronin Publishing, hein, sur financement participatif. C'était en été 2018, hein, qui a été livré. Du coup, on aura le livre de base que je vous ai montré. Il y a un petit écran, que je vais vous montrer aussi après. Et une petite campagne, hein, qui s'appelle Abzu Bounty, qui sera, voilà, je vous montrerai également après. Donc ça, c'est sorti. Là, l'année dernière, Black Book Edition, en cours de décembre, a fait un financement rapide, hein, en 7 jours. Plutôt bien marché, hein, quand même. Plus de 60 000 €, c'est quand même ce qu'on peut appeler bien marché. Oui, ça va. Et on devrait avoir une livraison des bouquins, normalement, dans l'été, si ça n'a pas changé. Bref, en tout cas, ça va arriver très prochainement. Okay. Alors. Et ouais, maintenant, on voudrait savoir... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'univers? Ça raconte quoi, tout ça? Alors, l'univers, attention, accrochez-vous. Hein. Alors, c'est un univers de science-fiction, hein, plutôt typé art science. Du coup, on essaye de respecter globalement les lois de la physique. Globalement. Hein. L'idée, c'est qu'on n'a pas une technologie de fou, il n'y aura pas de voyage dans l'hyperespace, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de téléportation. On ne spoilera pas, mais il n'y en a pas. Au début. Comment tu dis ça? Il n'y en a pas. Au début. les choses se compliquent. Donc, c'est dans quelques siècles par rapport à nous, hein, on doit être dans les années 2300 à peu près, hein, donc 24e siècle. L'humanité a globalement colonisé tout le système solaire. Enfin, coloniser, c'est un bien grand mot. On a un moyen de locomotion qui est plus efficace que nos fusées actuelles, hein, le fameux réacteur Epstein, qui permet d'aller très vite, mais très vite dans un système solaire immense, ça reste pas assez rapide. Du coup, il va avoir la Terre, c'est de là qu'on vient, du coup c'est normal que c'est un petit peu colonisé, hein, ça fait quelques millions d'années nous qu'on le fait, hein, voilà. Il y a Mars,
Mars qu'on a colonisé très rapidement, qui est une nouvelle superpuissance. Et on a colonisé pas mal de satellites et autres stations un peu partout dans le système solaire. Eros, Ganymède, Titan, ce genre de choses un peu plus loin. Alors, le contexte, c'est une série vraiment très très politisée, clairement. Parce qu'on va opposer globalement 3 camps majeurs dans cet univers. La Terre, dont on vient tous, qui est économiquement la plus puissante, parce que niveau, voilà, elle a une population immense. On est à pas loin de 30 milliards d'individus à ce moment-là sur Terre. Autant dire qu'on est un petit peu serré. Voilà, c'est pas terrible. On vit une crise écologique d'ordre quasi biblique. Bon, ça, voilà, sans trop de surprise. C'est dirigé par l'ONU. Du coup, c'est une sorte de démocratie. Une sorte, parce que la saga nous montre que c'est pas si simple que ça. C'est plus une petite oligarchie avec ses petites magouilles internes. Mais bon, c'est pas vraiment une grosse surprise en soi. Mais la Terre reste, elle compose près de 90% de la population du système solaire, quand même, et c'est elle qui exporte quasiment toute la nourriture du système solaire. Oui, il n'y a pas vraiment de champ de blé actuellement sur Eros. Petit satellite sympa, mignon, mais pas connu pour ça. Ouais, c'est un peu difficile. Voilà. À côté, nous avons Mars, première colonie, donc là par contre c'est quelque chose de beaucoup plus très peuplé, on est à 9 milliards d'individus, un peu comme la Terre maintenant. Et c'est tous les descendants des premiers chercheurs qui sont partis coloniser. Du coup, c'est une société qui est ultra en avance d'un point de vue technologique. Et aussi d'un point de vue militaire. Il y a eu des frictions entre la Terre et Mars. Ça a mené à une sorte de... la Mars s'est lancée dans une course à l'armement pour tenir tête à la Terre. Ce qu'elle réussit avec un certain succès quand même. Donc c'est toute une société qui, elle va être basée sur un projet qui unit toute la population, le projet de terraformation. Rendre ce gros caillou rougeâtre et un peu désagréable en quelque chose de viable. Mais c'est un projet qui prend du temps, ça prend entre 100 et 200 ans. Eh oui, désolé monsieur Elon Musk, ça prend plus de temps que ce que vous dites. On sait la vérité. Voilà, la série nous le montre. Bref, donc on a une société où chaque membre de la société agit comme un engrenage de cette société. C'est pour ça qu'on les appelle un petit peu la ruche. Toute leur pensée, toute leur vie est basée sur ce projet. Et après, il y a une troisième faction, façon de parler, que les autres ont tendance à un peu mépriser, les ceinturiens, qui composent globalement tout le reste. Voilà, toutes les cultures, toutes les stations, toutes les petites communautés qui gravitent un peu partout, et qui sont devenues, au fur et à mesure des générations, une culture à part, avec sa propre langue et sa physiologie propre. Donc plus habitués à vivre en microgravité. Donc ils peuvent être plus grands, ils vont avoir des os assez fragiles, on va pas le cacher. Voilà, du coup la grosse gravité, ils ont beaucoup plus de mal, mais dans l'espace, c'est des cadors. Et ils ont leur propre langue, le créole ceinturien, qui est juste un mélange de globalement tout ce qui passe. Voilà, on mettra quelques exemples après, mais c'est assez savoureux. Donc l'univers globalement, c'est ça. 3 grosses factions qui s'affrontent, tant bien que mal, il y a une guerre à la base, au début de la saga, une guerre froide entre la Terre et Mars, parce que la ceinture, c'est un peu le tiers-monde pour eux. On pille les ressources, mais on les écoute pas. Ouais, c'est genre, ils sont loin là-bas, de toute façon, ils peuvent rien faire. Voilà, et on va vivre la montée en puissance, façon de parler, des ceinturiens qui vont essayer de s'unir comme une seule nation et essayer de faire jeu égal avec ce qu'on appelle les intérieurs. Et il va y avoir un événement problématique qui va foutre le bazar dans ce fragile équilibre. Bon, je pars du principe que si vous êtes là, c'est que vous connaissez à peu près la série, vous avez vu les bouquins ou la série, du coup, on va se permettre de spoiler un tout petit peu. Au pire, on vous mettra un petit timecode pour pas vous faire spoiler. Du coup, oui, à un moment, il y a une forme de vie extraterrestre qui va intervenir dans tout ça, la protomolécule, une belle petite saloperie qui n'a absolument rien d'humain, parce que elle consomme l'inerte, le biologique, elle consomme tout, elle le retransforme. Elle a ses propres projets qui sont totalement incompréhensibles pour les humains, et ça va mener à beaucoup de conflits, de conspirations, voilà. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est une menace cataclysmique? Bref, ça c'est un petit peu les personnages qui vont dans ça, et puis vos joueurs dans le jeu de rôle. Voilà les très grandes lignes de l'univers. C'est ultra bien résumé, mon cher Beltaloda, même si on n'est pas du tout les ceinturiers, on peut faire genre. Et maintenant qu'on a un peu une idée de l'univers, on va repartir un peu plus sur l'aspect jeu de rôle. Est-ce que tu peux nous expliquer genre quel est le système de The Expanse?
Alors, The Expanse va utiliser le système Edge propre à Green Robin Publishing, c'est leur système sur lequel ils ont fait Modern Edge ou Dragon Edge, le jeu de rôle qui utilise globalement le même système. Ça fonctionne avec 3d6. Donc il faut 3d6 faces, dont un d'une couleur différente. Voilà, magnifique Incroyable. exemple. Voilà. Vous avez vu ça? On a des moyens illimités, franchement, effets spéciaux. Voilà. Du coup, on va avoir un dé un petit peu à part, il a une couleur différente, qui va servir à définir les points de succès, les marges de réussite et les points de prouesse qu'on peut obtenir. Voilà. Du coup, le système c'est 3D, on les lance, on additionne, on rajoute la valeur de l'attribut, la personnage est définie par 9 attributs, on fera la liste un petit peu après. On peut rajouter un petit bonus si on a une compétence, qui peut un petit plus 2 au test si on a une compétence applicable, et après si on a des petits bonus, ce genre de choses. Contre une difficulté. Alors, ça ressemble un petit peu quand même au système des 20 qu'on pourrait retrouver dans Donjons et Dragons, Héros et Dragons ou Dragons. Et c'est un petit peu voulu. Il y a quelques petites finesses quand même par rapport à ça. Parce que, voilà, un système, comme j'ai dit, un jet de base, c'est super simple en fait à lancer, à faire. À quoi sert ce dé un petit peu bizarre? En fait, à chaque fois que vous lancez vos dés et que les dés, ils font un double. N'importe lequel, si dans les 3 dés, il y en a au moins 2 qui font un double, ça va déclencher des opportunités. En fait, on va regarder le chiffre indiqué par le dé d'une couleur différente, et ça va indiquer au joueur combien il a gagné de points de prouesse. Voilà. Ok. Les points de prouesse. Et ces points de prouesse, il va pouvoir le dépenser pour obtenir des petits bonus. Ça va représenter un petit peu le coup d'éclat dans son action. D'accord. Voilà, à quel point, franchement, il a la classe, à quel point le projecteur est sur sa tête, c'est lui la star. Donc, voilà, le nombre de points est défini par ce résultat. Ce dé définit également à chaque fois la marge de réussite. Dans un test, si un test est réussi, on regarde ce dé spécial, et puis s'il dit 1, un test réussi, c'est réussi, c'est à peine réussi. S'il a donné un 6, alors là c'est réussi, c'est la fête. Et est-ce que ce dé spécial, il compte, enfin on utilise son score aussi pour il est également comptabilisé dans le total pour le test. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je parlais un petit peu des prouesses. Alors, chaque fois que vous faites un test pour un type de compétence, on va dépenser des points. Et pour savoir comment dépenser ces points, eh bien, il y a des tableaux. Heureusement, il y a eu pas mal d'aides de jeu, par exemple. On vous mettra ça, on va le faire en anglais, mais par exemple, pour les compétences générales, pour les compétences de combat, pour les compétences sociales, ou d'exploration ou d'investigation, on va avoir un petit tableau et on va avoir un petit listing de petits bonus que je vais pouvoir avoir dans mon test et combien de points de prouesse ça va me coûter. Et vaut mieux le faire parce que les points de prouesse que vous avez obtenus, vous les perdez à la fin de l'action s'ils n'ont pas été dépensés. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur du système. Donc au final, on est dans quelque chose quand même de très simple, contre une difficulté, bien sûr. Il va y avoir des jets plus complexes, des jets qui vont se faire sur la durée. Il faut faire plein de jets pour faire une action plus complexe. Genre, je sais pas moi, réparer le réacteur d'un vaisseau alors qu'on est en train de dériver lentement dans l'espace. Ouais, situation... un coup de clé à molette, ça suffit pas. Non, il faut taper au bon endroit avec la clé à molette. Après, les traditionnels jets en opposition, chacun fait un jet, celui qui fait le meilleur score. Oui. Il va y avoir encore un petit truc pour représenter les personnages un peu plus haut de gamme que les autres, enfin haut de gamme, plus classe, meilleur. C'est la valeur de points de fortune que chaque personnage ou PNJ peut avoir. C'est une réserve de points qu'on va pouvoir dépenser pour plus ou moins combler notre jet. Par exemple, j'ai fait un jet, j'ai raté de 3 points, je peux dépenser 3 points de ma réserve, parce que c'est du 1 pour 1, pour arriver à la difficulté, à battre la difficulté, et du coup j'ai réussi mon test. Ça permet de limiter la casse. Ils sont faciles à obtenir ces points de fortune ou Alors, en général, on commence avec entre 15 et 20 points de fortune au début de la création de perso. On va les regagner à chaque fois qu'il va y avoir un interlude, un moment de pause dans l'intrigue. Genre un voyage en vaisseau. Parce que si vous connaissez la saga, oui, Terre-Mars, ça prend quand même quelques jours. Et alors, si on commence à partir, on fait Terre-Titan, alors là, vous en avez pour des mois et des mois. Du coup, ça fait des grosses interludes, ce qui permet de regagner énormément de points de fortune. Et les joueurs, en ayant quand même beaucoup, on sent que c'est quand même un système qui se veut assez héroïque dans l'ensemble. Les personnages sont bons. Simple, entre guillemets, pour les personnages. Okay. C'est quand même, le système est quand même en leur faveur. Comme ça qu'on va se retrouver parfois avec des PNJ majeurs qui ont aussi beaucoup de points de fortune. Du coup, ils vont être assez pénibles. On a ça, après... Et après, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir, comme il y a souvent de la bagarre dans The Expanse, j'imagine qu'il doit y avoir
des règles particulières? Il y a des règles de combat, en effet. En général, c'est très simple. Chaque joueur déjà possède une valeur de défense fixe, un peu comme dans le D20, qui est définie à la création de perso. J'ai ma valeur de défense. Pour toucher quelqu'un, je fais un jet d'attaque. Il faut que je fasse plus que sa défense. Simplissime. Une fois qu'on a fait ça, on calcule le nombre de dégâts infligés. Donc en général, ça dépend de l'arme, quand même. Arme corps à corps, donc on va rajouter des bonus de force. À distance, non, parce que je peux pas donner de l'élan à une balle, faut pas déconner, c'est pas comme ça que ça marche la physique. Voilà, on calcule les dégâts, voilà, j'en PD, ça fait mon score. Je vais soustraire la résistance naturelle du personnage, sa capacité à encaisser un petit peu. Sa valeur d'armure, s'il en a une. Et oui, quand même. Et puis après, on va regarder, est-ce qu'il reste des points de dégâts que je vais prendre dans les gencives. Oui. Et s'il me reste des points à prendre, le joueur va pouvoir décider de prendre des états. Il va y avoir beaucoup d'états, genre je suis assommé, je suis ligoté, je suis blessé, empoisonné. Plein d'états qui vont donner des malus au personnage. Alors, si je prends des dégâts, je peux décider de prendre l'état blessé. Et je vais lancer un D6 et ça va indiquer combien de points de dégâts je soustrais encore à ce que je prends. D'accord. Donc c'est un état, moins un D6 dégâts. Un état, voilà, je prends un D6 dégâts de moins. Ah oui. Je peux décider de prendre un deuxième état qui s'appelle gravement blessé cette fois. Oui, donc je soustrais encore un D6 de dégâts. Par contre, chaque état me file des malus. Donc déjà, être blessé, j'ai -1 à tous mes tests. Gravement blessé, j'ai -2. Et les deux, ils se cumulent. Ça commence à piquer bien. Et s'il reste encore des points de dégâts que je dois prendre après tout ça, et mon personnage est mis hors jeu. Ok. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de gestion de points de vie. Oui, c'est intéressant. On a globalement autant de points de vie chacun, on encaisse peut-être un peu plus, et il y a ces mécaniques d'état qui permettront de jouer un petit peu là-dessus. Ouais, c'est un peu plus narrativiste que juste... voilà, j'ai une jauge, j'arrive en bas de la jauge. Voilà, c'est ça. Sachant qu'on peut également dépenser des points de fortune pour combler ça. Ah, il me reste... je dois prendre 5 points de dégâts, je dépense 5 points de fortune, je n'ai pris aucun dégât. La balle est passée dans ma veste. Ah ah. Mais au final, ça va descendre vite. Donc le système est en faveur des joueurs, mais attention, les scènes de combat, en 2-3 rounds, normalement, il y a un des deux camps, il est séché. Et après, on peut se rendre, on n'est pas idiot. Oui, c'est vrai. Ils le disent très bien, on est hors jeu veut pas dire mort. C'est l'adversaire, c'est celui qui a gagné qui va décider est-ce que je t'ai humilié, assommé, ligoté, tué, grièvement blessé. Voilà. D'accord. Voilà le système de combat. Mais en plus de ce système de combat, il y a souvent des batailles spatiales dans The Expanse. Il y a un truc pour ça aussi, j'imagine. Ah oui, beaucoup. Oui, alors ça, clairement, c'est une des composantes fondamentales de The Expanse et on le retrouve très bien. Du coup, oui, on va avoir des vaisseaux qui vont servir en général de maison, de colocation surarmée et blindée, vaguement étanche, dans le vide spatial. Et il y a un système de combat qui est assez dynamique. Il se passe en pas mal de phases. Donc on va pas faire toute la série, mais en général, il y a le commandant qui va donner des ordres, qui pourra donner des points de prouesse aux autres pour obtenir des petits bonus. Il va y avoir une phase de guerre électronique, parce qu'on est quand même dans le futur, il faut quand même perturber les capteurs de l'autre vaisseau pour lui faire croire qu'en fait on n'est peut-être pas là, ou ce genre de choses, ou simplement éviter de se prendre une torpille trop tôt. Parce qu'en général, c'est game over. Ensuite, on va définir quel type de manœuvre on va faire. Est-ce qu'on veut s'enfuir, on veut esquiver, on va faire plus de dégâts, ce genre de choses. Et puis après, on fait les jets en tant que tel et on regarde s'il y a encore des survivants à la fin. Parce que les armes, elles font très mal dans le jeu. Ça doit être... Il y a plein de classes de vaisseaux et tout. Du coup, si vous connaissez la série, on retrouve tout, de la petite nacelle de sauvetage au Rocinante jusqu'au monstrueux Donager, voire le Behemoth. Sympa. Voilà, il y a deux, trois petits trucs. Ok. Donc, et puis pareil, c'est un système de combat, du coup, c'est des jets en opposition, et puis pour les dégâts, le vaisseau peut également prendre des états pour prendre de moins en moins de dégâts. Puis il finit par être... voilà. Mais là, ça va être des avaries. Voilà. Il pisse pas le sang, mais il n'y a plus d'armes. Il y a un trou dans la coque. Le réacteur, il fuit, capitaine. Ah, ça c'est problématique, ça. Voilà. Ok, ça doit être très nerveux, ça doit être très... Dans le moment est important, quoi. Ah oui, le moment est important, puis on va retrouver des événements emblématiques de l'univers, avec les mêmes armes, les canons de défense automatiques, ces grosses Gatling, qu'on va devoir choisir entre est-ce qu'on les utilise pour attaquer ou on les utilise pour se défendre contre les torpilles. On doit choisir l'un ou l'autre. Les énormes ray guns qui font des gros dégâts en mode ligne droite, et les torpilles qui sont des vraies cochonneries, avec des petites règles marrantes, c'est-à-dire que
plus on les tire de loin, plus elles vont accélérer, et du coup, plus elles sont difficiles à toucher. Et oui, on prend en compte les facteurs d'accélération. Ouais. Bon, simplifié, attention. Ça, c'est un truc que t'as pas dit pendant les règles. C'est pas grave, c'était juste un point de règle. C'est un truc que j'avais trouvé sympa. Enfin, c'est le système, c'est l'univers de manière générale, mais pareil, comment les gens encaissent les jets. C'est là où on voit que c'est l'aspect un peu plus art science. Alors, il y a une petite gestion de la gestion justement de la gravité, hein, vu qu'on a 3 branches dans l'humanité qui sont habituées à 3 types de gravité différentes. Hein. Les terriens, ils sont habitués à 1G, hein, c'est ce qu'on vit tous les jours normalement, hein, si vous êtes sur Terre. À part si vous êtes Thomas Pesquet, coucou, si vous nous regardez, ça fait plaisir. Mais bon, les Martiens, c'est 0,3G et les Ceinturiens, c'est 0,1, voire en général, c'est 0. Du coup, il y a un système, c'est en général, on va commencer à prendre des malus si la gravité est au moins 2 crans supérieure à celle que notre personnage vit. Du coup, si c'est du 0,1G et que je me retrouve à gravité 1G, mon personnage il est en train de souffrir comme c'est pas permis, il risque même de prendre énormément de dégâts. D'ailleurs, on va même le retrouver dans le système de combat spatial, car le pilote peut s'amuser à faire des manœuvres de fou avec des accélérations à 4, voire 7, voire 9G, voire plus, hein, s'il a envie. Du coup, il peut se donner des bonus, des gros bonus, pour accélérer et éviter les torpilles, ce genre de choses. Par contre, les passagers, ils risquent de prendre des dégâts astronomiques à cause de ça. Même si on a le fameux jus, ces substances qu'on vous injecte directement dans la carotide, qui vous permet de tenir, de supporter, mais votre personnage, il peut littéralement finir à l'état de clafoutis pas assez cuit au fond de son siège. Sympathique. Oui, c'est pris en compte pour éviter que voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Hein, ça, c'est un petit point qui est sympathique. C'est ça. C'est du combat spatial en respectant les lois de la physique. On n'est pas dans Need for Speed. Yes. Ça fait plaisir. Et du coup, tu nous as un petit peu expliqué ce qui définissait nos personnages, ce truc de DG et tout ça. On a quand même des personnages qui sont assez archétypaux dans l'univers. Donc, comment ça se passe ? La création de perso, c'est ce qui nous intéresse. Oui, alors une création de perso, en fait, la création est assez simple et c'est pas du tout archétypal. Si on le d'accord. voit dans la série, on voit très vite les soldats martiens, les ingénieurs saturniens qui font du système D à la MacGyver avec ce qu'ils ont, les terriens qui font les terriens, c'est-à-dire arrogants et arrogants. C'est bien résumé. Non. On peut jouer énormément de choses. Le jeu, de ce côté-là, est ultra libre. On commence par réfléchir à un concept. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer dans cet univers ? Sachant que c'est quand même très très large les possibilités. Une fois qu'on a choisi le concept, on va définir un petit peu nos attributs. Hein. Nous avons 9 attributs et là-dedans, on va définir un petit peu... on va calculer les scores. C'est super simple. On lance 3 dés à 6 faces pour chacun. Hein. Ça va faire un score entre 3 et 18. On compare à un tableau à côté. Et ça va donner un score qui va aller de -2 à +4. D'accord. Et c'est ce score-là qu'on va mettre dans nos attributs. Ok, et c'est ce score-là que quand on fait un test, on l'ajoute au résultat de nos 3d6. C'est celui-là qu'on va utiliser. Du coup, oui, on peut avoir un malus. Hein, si on n'est vraiment pas bon, alors là, c'est pas de bol. Donc, toute la création que je vais vous dire, en général, ce sont des jets sur des tableaux. Il y a quasiment toute la proposition se fait en aléatoire. Mais on peut tout à fait choisir ce que l'on décide. Moi, je veux jouer... mon perso, voilà, je veux autant de points à répartir, j'ai pas envie de me prendre la tête avec de l'aléatoire, on fait l'un ou l'autre. Voilà, on aime les tables aléatoires dans le jeu. Du coup, une fois qu'on a réparti nos points dans les attributs, on l'a choisi, pas de souci, on va aussi après choisir une origine. Est-ce que je suis terrien, martien, ceinturien ? Du coup, ça va donner des indications sur un petit peu le roleplay, qu'est-ce que je vais devoir faire, les milieux dans lesquels je suis à l'aise, et la gravité de base de mon perso. Du coup, en général, les terriens, on est ultra balèze. C'est vrai, hein, un jet, il supporte extrêmement bien les accélérations, ce genre de choses. Mais on va vous dire que dans l'espace, ils doivent bosser d'autant plus pour maintenir cette corpulence. Parce que dans l'espace, on fond très vite. Voilà. On peut jouer les martiens, qui sont un mix entre les deux. Voilà, c'est un petit peu le mode intermédiaire. Mais avec une mentalité plus militariste. Et puis ceinturien, la gravité, je l'aime pas beaucoup, mais dans l'espace, je suis extrêmement à l'aise et je maîtriserai spontanément le créole ceinturien et les gestes ceinturiens, qui sont quand même vachement pratiques quand vous êtes en combinaison spatiale et que vous devez expliquer à votre collègue avec qui vous n'avez pas de connexion radio, viens m'aider, le réacteur y fuit. C'est la merde. C'est la merde. Donc on définit ça, c'est très rapide. On va choisir un historique ensuite. Donc il y a toujours un petit tableau, un petit jet sur un tableau où on peut choisir. Hein. Ça va donner la catégorie sociale. Est-ce que je suis vraiment dans la mouise financièrement, je suis dans les classes les plus basses, intermédiaires ou élevées. Et ce pour les trois cultures.
on se doute bien que pauvre chez les terriens, ça reste pété Riche de chez thunes. les ceinturiens. Riche chez les ceinturiens, voilà, hein, quand même. Du coup, quand vous êtes pauvre chez les ceinturiens, vous avez vraiment une vie de merde. Ou riche chez les terriens, alors là, c'est la fête. Hein. Du coup, il faudra expliquer qu'est-ce que vous faites là. Pourquoi vous êtes dans ce vaisseau pourri là? Je comprends Exact. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a notre classe sociale, on fait un petit jet, puis ça va nous donner un petit peu là-dedans qu'est-ce qu'on a comme historique. Parce que je suis chez Ceinturien, par exemple, Ceinturien aisé. Qu'est-ce que je peux être chez eux? Est-ce que je suis agent, est-ce que je dirige une entreprise? Est-ce que je suis propriétaire de vaisseau? Est-ce que, est-ce que je gère l'une des branches de l'APE? Ce genre de choses. Voilà, on a fait ça, c'est tout. Après, on va faire la profession. Qu'est-ce que mon perso il fait dans la vie quand même? Donc, on peut choisir dans une liste. Hein, il y en a plein. C'est très libre. Franchement, il y a beaucoup de choses possibles. Ou il y a le traditionnel, je lance un dé. Parce que je sais pas ce que mon perso il fait dans la vie. Et j'aime bien être pris au dépourvu. M'adapter. Voilà. Et puis, ça va vous donner également des compétences en plus et des talents. À chaque fois, voilà. Chaque fois qu'on a quelque chose, ça va vous donner des bonus. Ça ne donne jamais de malus. Voilà, quand même. C'est sympa. Ensuite, on va choisir une motivation. Qu'est-ce qui pousse votre personnage à bourlinguer dans l'espace alors que le voyage dans l'espace, c'est dangereux sa mère. Et on vous explique aussi que ce serait bien de choisir une motivation. Votre personnage serait bien qu'il ne soit pas pantouflard ou lâche. Il faut quand même l'appel de l'aventure, un minimum. Hein. Ça aide pas sinon. Donc on choisit une petite motivation, c'est très simple. Il y en a plein dans la liste, ou encore une fois, table aléatoire. Donc ça va donner des petits bonus, hein. On peut obtenir une amélioration, il y a une petite liste. Est-ce que je veux plus de points de fortune à la créa, plus 1 point dans un attribut, il y a des trucs comme ça. Ça va vous donner une qualité, donc en fait c'est une qualité, c'est du roleplay. Voilà, mon personnage il est ambitieux, l'ambition en bien, ça le pousse toujours en avant. Et puis il y a une faille, ouais, le problème c'est que je suis trop ambitieux, du coup j'ai tendance à mettre de côté les autres, au profit de mon ambition personnelle. Ah, d'accord. Ça c'est en pur roleplay. Et puis un petit talent, mais ça c'est la partie mécanique. On va choisir après les revenus qui vont me servir à acheter du matos. Donc en général, c'est défini parce que votre origine sociale. Ça pourra monter mais avec de l'XP. Ça monte pas au début. Ça monte pas comme ça. On va définir après les attributs secondaires, donc la défense fixe pour éviter d'être touché au combat, la résistance qui se soustrait aux dégâts, votre rapidité qui va servir dans les phases de course-poursuite à pied. Hein, si en véhicule, ça sert à rien d'être Usain Bolt en moto, ça sert à rien. Et puis après, on va courir très vite dans le vaisseau. Voilà, dans le bus, je suis plus rapide. Très utile, très très utile. Merci. Et puis après, on va définir les points de fortune de départ. Donc en général, entre 15 et 20. 15 normalement, 20 si vous avez choisi une petite amélioration à côté. Les buts du personnage, c'est quoi son but dans l'équipe et dans la campagne? Important. Et ensuite, les liens que je vais avoir avec les autres personnages de l'équipe. Oui. Histoire de tout ça. Un petit nom, une description physique, et c'est parti. Et voilà. Donc on est quand même... La création de perso est franchement super simple. Ouais, voilà. On vous mettra la fiche de perso, là vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. En plus, et voilà. Si on peut s'inspirer des archétypes, des ah pré-tirés, je veux dire. Les pré-tirés d'ailleurs, hein, les fameux personnages, l'équipage du Rocinante, hein, il est dedans, ainsi que Bobby Draper, j'adore ce perso, et Avasarala, meilleure politicienne ever dans une fiction. Totalement, je suis totalement d'accord. Mais ça me perturberait d'avoir à jouer les personnages de la série, je pense. Je peux comprendre, oui. D'autant qu'ils sont empêtrés dans tellement d'embrouilles que ça peut être un peu compliqué. Mais si on sait pas quoi faire, ils sont présents. Bon, ils ont quand même... Tout à fait. Ils ont un certain niveau. Et bien voilà. Là, je pense avoir expliqué dans les grandes lignes le système, la création perso, l'univers, ce genre de choses. Donc, est-ce que tu as d'autres questions ? Pour l'instant, non. Je pense que j'ai tout posé au fur et à mesure et tu nous as fait un résumé ultra efficace et synthétique. Et on vous retrouvera du coup pour la prochaine vidéo qui sort après-demain pour justement la critique, ce que tu en as pensé un peu plus et là où on va être un petit peu plus peut-être pointilleux. Voilà, un petit peu plus. Et donc, on vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. On se dit à bientôt sur tous les réseaux sociaux d'Indécent que vous connaissez si bien. Et puis, d'ici là, jouez bien et à bientôt. Salut! Allez, à la prochaine tout le monde!